Ciao à tutti, salut à tous, bon retour sur le canal de Cédric. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. J'enregistre cette vidéo donc en ce dimanche 8 juin. Et quelle première semaine de juin les amis. On s'était quitté dimanche dernier au lendemain de la finale de la Ligue des Champions. On sort vers 5-0 pour l'Inter et donc une semaine plus tard on se retrouve pour faire un petit point sur ce qu'il s'est passé. Une semaine qui a semblé, je sais pas vous, mais un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Quelqu'un qui est tombé dans le coma au lendemain ou pendant le match Inter-Barcelone, ou en tout cas à la fin du match, et qui se réveille en ces jours-ci de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Cette équipe de l'Inter, c'est pas possible qu'il y ait autant de changements et autant d'événements négatifs. Je vais pas vous rembobiner tout, le Scudetto perdu pour la 15e fois de la saison et surtout définitivement à la 89e minute du match contre la Lazio, avant-dernière journée du championnat, cette finale complètement ratée où l'Inter n'a pas joué, pour résumer le départ de Simone Inzaghi donc ce mardi et l'arrivée de Christian Chivu à sa place, qui sera officialisée ce lundi, donc dans quelques heures, mais tout est en place. Et donc, eh bien, dans cette vidéo, je vais en profiter pour revenir un petit peu sur tout ça en deux temps. On va rembobiner et on va donc parler du départ de Simone Inzaghi. Est-ce que c'est un départ surprise? Ni, pour reprendre cette expression italienne entre le si et le no, puisque depuis 2-3 semaines, donc, eh bien, on entendait des bruits de cette offre très riche, offre d'Al Hilal pour Simone Inzaghi. Il ne l'avait pas caché avant la finale. Est-ce qu'il aurait dû le cacher ou en tout cas le nier pour protéger en quelque sorte son vestiaire, pour protéger l'environnement, comme on dit? Il a préféré bien, être honnête, entre guillemets, et très certainement du coup ne pas se voir reprocher d'avoir joué un double jeu en cas, dans lequel il aurait accepté l'offre, ce qui est arrivé. Donc ça a un petit peu pesé sur la préparation de la finale. Mon avis, c'est que ça n'a pas forcément joué sur le match. Quand on voit un match raté à ce point-là, je ne pense pas que les joueurs se soient dit oh là là, Simone Inzaghi va partir, qu'est-ce qu'on va devenir. Et du coup, on est tellement stressé qu'on rate la finale. Il y a beaucoup plus d'autres éléments. Et d'ailleurs, ce que l'on lit depuis mardi, désormais dans un célèbre journal rose, contre Simone Inzaghi, il y a certainement du vrai sur certaines choses, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment exagéré. Mais bon, on en a l'habitude avec le président de l'Inter qui sait distiller comme ça aux journalistes quelques infos, et en les grossissant comme ça permet bien de déplacer l'ensemble des fautes sur une seule personne. Simone Inzaghi a des fautes sur cette finale ratée, peut-être pas tout lui donner, ni sur la situation actuelle de l'Inter. Alors, le bilan de Simone Inzaghi, est-ce qu'on le fait ou pas? Selon moi, c'est un petit peu tôt. On va encore laisser passer un peu de temps. Il y a les chiffres. C'est 217 matchs, donc l'entraîneur avec le plus haut taux de victoire. Il y a ce palmarès qui est sûrement insuffisant par rapport au contenu, par rapport à ce qu'il a proposé, par rapport à ce qu'il a laissé espérer très clairement, puisque cette équipe de l'Inter, avec ce jeu, beaucoup disent que c'est peut-être le plus beau jeu de l'histoire de l'Inter, mais au final n'aura remporté qu'un seul Scudetto, en a perdu un pour 2 points, et vient d'en perdre un pour 1 point, donc ça fait tâche. Et puis il y a ces 2 finales de Ligue des Champions. Si la première a créé de la fierté, très clairement cette deuxième est une grosse tâche. Et c'est difficile de l'enlever, bien sûr, du bilan. C'est le point quasiment principal, en fait, de ces 4 années à l'Inter. Ce dernier match raté, cette sortie ratée pour Simone Inzaghi. Alors, Inzaghi a accepté l'offre d'Al Hilal. On en pense ce qu'on veut. Je vous laisse, vous pouvez même le dire, bien sûr, dans les commentaires si vous trouvez cela bien ou pas. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. C'était l'entraîneur de l'Inter. Je m'en suis jamais caché dans les précédentes vidéos, mais aussi dans les podcasts depuis 4 ans, depuis qu'il est entraîneur de l'Inter. J'ai apprécié Simone Inzaghi comme entraîneur pour ce qu'il a proposé, pour la façon avec laquelle il a travaillé au maximum, et il a, selon moi en tout cas, surperformé. J'en ai déjà parlé avec l'effectif qui était à sa disposition, avec les moyens qui étaient à sa disposition, faire 2 finales de Ligue des Champions et jouer 3 saisons sur 4 le Scudetto, avec un mercato à chaque fois à zéro et avec des comptes qui année après année se sont améliorés. Pour moi, fait que là-dessus, on ne peut que lui dire merci. L'homme également, pour moi, n'est pas à critiquer, bien au contraire. L'Inter a eu la chance pendant 4 ans d'avoir un entraîneur qui était aussi un homme avec des valeurs,
qui a toujours essayé de protéger son groupe, qui a toujours travaillé pour le bien du club. Là, il a pris une décision pour son bien personnel, très clairement en numéro un, puisque Simone Inzaghi en fait était arrivé, selon moi, vraiment au bout d'un cycle. Il était très fatigué, ça se voyait depuis plusieurs semaines, il perdait de plus en plus de lucidité, et sûrement que cette fin de saison ratée, où finalement le Scudetto a été une nouvelle fois perdu, alors que l'Inter aurait pu le remporter, et surtout cette finale de Ligue des Champions complètement ratée, s'explique en partie, non pas par l'offre d'Al Hilal, mais par le fait que Simone Inzaghi était au bout, tout simplement. Il était au bout physiquement, il était au bout mentalement surtout. Et ça, les millions d'euros de l'Inter, puisqu'on parlait de 7-8 millions d'euros plus bonus pour prolonger son contrat, n'enlève pas en fait. Il est arrivé tout simplement au bout. Et surtout, Simone Inzaghi est un entraîneur qui, depuis qu'il a commencé à entraîner les jeunes à la Lazio en 2010, puis la Primavera, puis l'équipe principale en 2016, ne s'est jamais arrêté. Alors là, vous me direz, il ne s'arrête pas. Ni, je reprends ça, puisque très clairement, entraîner en Serie A un club qui joue la Ligue des Champions, entraîner, il aurait pu attendre et peut-être avoir, je ne sais pas, Tottenham par exemple, qui va changer d'entraîneur, il aurait pu avoir des possibilités, peut-être pendant l'été, ou même sur le banc de la nationale, hein, puisque Luciano Spalletti vient d'annoncer, je viens de recevoir la notification sur le téléphone, qu'il était démis de ses fonctions, mais qu'il allait tout de même diriger le match contre la Moldavie, Italie-Moldavie. Mais donc il a annoncé en conférence de presse la veille du match qu'il allait quitter son poste, puisque le président Gravina l'écarte tout simplement. Donc Simone Inzaghi aurait pu être parmi les successeurs. On parle de Ranieri et Pioli. Pioli, autre entraîneur qui est actuellement en Arabie Saoudite. Bref, autre histoire du football italien. Je dois avouer que je ne comprends pas toutes les dynamiques. Bon, bref, c'est l'Italie. C'est l'Italie, me direz-vous. Mais il serait reparti dans un nouveau cycle de forte pression, de forte attente. Or là, il va, selon moi, un petit peu en pause, dans un environnement où la pression est moins importante, où il va prendre des millions et des millions d'euros. On parle de 52 millions d'euros sur 2 ans, net d'impôts. Donc il va prendre beaucoup d'argent pour lui et sa famille, en abaissant un peu la pression. Peut-être qu'il pourra aussi en profiter pour améliorer son anglais, parce que c'est son point faible pour le moment, l'anglais à Simone Inzaghi. Donc étant dans un environnement où l'italien pourra suffire au quotidien, certes, pour parler avec son staff et compagnie, mais dans lequel forcément il va devoir à un moment donné aussi améliorer son anglais. Donc ça pourrait être l'un des points. Et puis, autre petit détail aussi, j'en avais parlé dans un live il y a 2-3 semaines, lorsque les premiers contacts avaient été dévoilés, son fils, Tommaso Inzaghi, son fils aîné, en fait, qui vient d'un précédent mariage, eh bien, s'est lancé comme agent, procurateur sportif, et il a fait partie de cette transaction avec Pastorello, agent historique italien, très très connu à l'Inter, ce qui, parenthèse, rend très difficile le fait d'imaginer que l'Inter n'était pas au courant, outre le fait que la presse en parle depuis 2-3 semaines. Le fait d'avoir Pastorello qui passe au moins une fois par semaine au siège de l'Inter pour parler des différents joueurs. De Vrij, Acerbi sont les derniers, mais il y a plein de joueurs pour lesquels il est dans les parages. Forcément, Ausilo et Marotta étaient au courant. Et peut-être même que Simone Inzaghi leur en a parlé, je ne sais pas, mais en tout cas, via Pastorello, c'est une évidence que l'Inter savait qu'il y avait cette possibilité-là. Bref, en tout cas, le fait que aussi donner un coup de pouce à son fils dans sa carrière a pu être en détail. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a été là-bas, bien sûr. Il y a été pour l'argent, il y a été pour abaisser la pression et travailler plus tranquillement. Mais c'est un petit pourcentage en plus. Voilà, un père qui donne un petit coup de main à son fils dans son début de carrière. Donc il a décidé de partir. Je le disais, l'Inter s'est retrouvé en partie en difficulté, puisque c'était Cesc Fabregas, la première cible tout de suite. Cesc Fabregas, on l'a vu pendant 48 heures, était intéressé, mais pas trop du côté de Como. La porte a toujours été à 100% fermée. Et Como, c'est un an de Serie A sur les 23-24 dernières saisons, la saison dernière. Mais c'est un club très très puissant économiquement, vous le savez. Et donc Como, tout simplement, n'a pas ouvert la porte. Et Cesc Fabregas, qui est aussi actionnaire minoritaire du club, qui a commencé un projet et qu'il sait qu'il aura des moyens encore cet été sur le marché des transferts pour renforcer une équipe, eh bien, n'a pas été au bras de fer pour partir. Et du coup, eh bien, statu quo pour lui, il reste à Com et l'Inter, derrière, a décidé de tout de suite aller sur Christian Chivu.
Alors c'est un choix que l'on peut même juger peut-être un petit peu rapide de trouver un successeur. 2, 3 jours après le départ d'Inzaghi, il y a le mondial des clubs, même si l'Inter aurait peut-être pu donner l'équipe à Vecchi par exemple, qui devrait arriver pour diriger les U23, puisque l'équipe de l'Inter U23 va être créée, c'est officiel, puisque la SPAL eh bien, va voir son inscription en championnat de série s'est refusée puisque le dossier est incomplet, le club l'a dit lui-même, et donc l'Inter, qui était promis sur les attentes, va donc intégrer la série C, et Vecchi, qui a entraîné la Primavera, va revenir au club pour s'en occuper. On aurait pu dire on te donne l'équipe et puis nous on cherche tranquillement. Ils ont préféré y aller tout de suite pour prendre l'entraîneur. Et puis surtout, pourquoi Christian Chivu? Aussi parce que, alors certes, il n'est pas italien, c'est le premier entraîneur non italien de l'histoire de BP Marotta en directeur sportif ou en président d'un club. Mais c'est tout comme, avec tout le passé qu'il a de joueur en Italie depuis le début des années 2000, en fait sa carrière n'est qu'en Italie, Christian Chivu, en tant que joueur puis entraîneur. Donc, et on le sait que Marotta veut travailler avec des Italiens pour la connaissance de la Serie A. Pour lui, c'est primordial. C'est pour ça que les noms des différents entraîneurs, qu'ils soient libres ou pas d'ailleurs, mais à l'étranger, n'ont jamais été considérés. Ça, on le sait, c'est BP Marotta là-dessus. C'est même pas la peine d'en débattre, c'est comme ça. Donc un choix risqué, Christian Chivu, me direz-vous, car l'Inter, on le sait, a un besoin vital, comme les autres clubs italiens, mais encore plus que les autres clubs italiens pour des raisons économiques, et bien de se qualifier chaque saison en Ligue des Champions. Donc le top 4 est complètement vital, et forcément, eh bien, faire un tel pari, eh bien, met un petit peu eh bien, des doutes sur cet objectif-là, puisque imaginez que ça ne prenne pas, et dans ce cas-là, l'Inter pourrait prendre en retard rapidement en début de saison. Et lorsque l'on voit le Napoli qui va se renforcer, le Milan sans Coupe d'Europe avec Allegri, la Lazio de Sarri, la Roma de Gasperini, des entraîneurs qui ont l'habitude de la Serie A, qui ont prouvé qu'ils savent amener leur équipe dans le top 4. La Juve, bien sûr, qui est toujours la Juve, ça devrait être tout d'or ou on verra, mais en tout cas, elle aussi qui va encore investir cet été. Donc beaucoup de concurrence pour le top 4, on le voit. Il y a 2 ans, le Napoli est resté dehors. Cette saison, c'est le Milan qui est resté dehors. Donc attention à l'Inter qui, encore moins que les autres, donc, peut se permettre eh bien, de rater cette manne financière des 60-70 millions d'euros, puisque si cette saison l'Inter va boucler à plus 40 millions, c'est grâce à la Ligue des Champions, c'est grâce aux 140 millions d'euros et les entrées stade de la Ligue des Champions que l'Inter eh bien, va réaliser son record historique de recettes sur une saison. Mais on le sait que c'est le sportif, très clairement le principal eh bien, pôle de recettes, et en faisant ce choix, eh bien, on met malgré tout aussi un petit peu de risque sur ce point-là. Parce que Christian Chivu, c'est 13 matchs sur un banc de Serie A, les 13 derniers de la saison, puisqu'il a commencé dans le football des grands, dans le football des pros seulement, donc en mars dernier, arrivé sur le banc de Parme à la place de Pecchia. Ça s'est plutôt bien passé, 3 victoires, 7 nuls, 3 défaites, maintien assuré, des matchs convaincants, hein, que ce soit contre l'Inter, contre le Napoli, à chaque fois des matchs nuls. D'ailleurs, contre l'Inter, vous vous en souvenez, ce 2-2, mené 2-0, il fait des changements à la mi-temps, il modifie son équipe, et alors que l'Inter, comme très souvent cette saison, s'est éteint en seconde période, et donc ce 2-2 avec même des possibilités de 3-2. Il y a eu le 0-0, très défensif et chanceux, certes, contre eh bien, le Napoli, qui a failli offrir le titre à l'Inter, mais qui n'en a pas profité. Il y a eu une victoire contre la Juve, il y a eu une victoire aussi en fin de saison contre l'Atalanta, même si les Bergamasques, eux, n'avaient plus rien à jouer. Bref, plutôt des bonnes choses, mais un jeu très défensif. Il a commencé en 4-3-3, il a terminé à mi-parcours, à peu près, il est passé en 3-5-2, qu'on va plutôt appeler un 5-3-2, puisque c'était Valérie Del Prato, les pistons, qui étaient défensifs, donc c'était plutôt une ligne de 5, très clairement. Milieu de terrain, toujours un regista physique. Là aussi, c'est un point qui était assez clair chez lui, mais aussi à l'Inter, puisqu'on rembobine. Christian Chivu, donc, jeune entraîneur, mais qui connaît bien l'Inter. Bon, bien sûr, il a le triplet, était joueur de l'Inter, mais ensuite, lorsqu'il a mis un terme à sa carrière, il s'est lancé eh bien, dans un parcours d'entraîneur, dans la formation de l'Inter, des U14 jusqu'à la Primavera, avec donc les 3 dernières saisons, la Primavera. Sa première saison, il remporte le championnat avec un effectif très très fort, hein. Casadei, Fabian notamment, donc au milieu de terrain qui ont rayonné. Les 2 saisons suivantes, c'était un petit peu plus compliqué. En Youth League, il n'a jamais fait d'exploit non plus, mais bon, on n'est pas là pour juger le football chez les jeunes, et le football en pro est différent. En tout cas, il jouait plutôt en 4-3-1-2 au début, puis 4-3-3 était son schéma préférentiel, même si parfois il a utilisé la défense à 3. Et d'ailleurs,
lorsque j'allais voir la Primavera lors de ces 3 saisons, et que je le voyais très souvent avec le 4-3-3, et qu'à cette époque-là, c'était donc Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter, et que lui c'est 3-5-2 tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me disais mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas travailler les joueurs en 3-5-2? La dernière saison, il y avait déjà Koki par exemple, comme latéral prometteur. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas travailler en piston? Je me demandais ces choses-là, mais bon, l'Inter n'est pas le Barça. Il n'a pas cette culture, très clairement, d'aller des petits au grand sur un schéma tactique, même si Christian Kivu a été choisi aussi pour cela, puisque l'Inter, en fait, en faisant ce choix, va plutôt dans un côté conservateur, j'ai envie de dire. Si c'est un risque d'aller sur la nouveauté, sur la jeunesse de Christian Kivu, un entraîneur avec peu d'expérience, un entraîneur qui connaît l'Inter, qui connaît l'environnement, qui connaît les jeunes, puisque donc pas mal sont des jeunes qui sont encore en Primavera ou qui vont revenir de près cet été, comme les frères Esposito. D'ailleurs, il va les amener aux États-Unis, les frères Esposito. Il pourrait aussi amener Palacios, petite parenthèse. On aura la liste ce mardi. En tout cas, il connaît pas mal de jeunes. Il la montre aussi à Parme qu'il n'avait pas peur de mettre des jeunes comme Léoni, comme Pellegrino et leur donner un rôle important malgré une situation compliquée puisque Parme jouait le maintien. Donc ce sont des choses qui vont plutôt sur la ligne et bien un petit peu d'un changement de mentalité de l'Inter. On le sait avec Octree, ce souhait qui est même une obligation de la part du fonds américain de valoriser des jeunes joueurs, point sur lequel Simone Inzaghi très certainement c'était sa limite. Et c'est aussi pour cela, très certainement, parmi les XXXX raisons qui l'ont fait abandonner, se sentant en fin de cycle, c'était aussi ça, c'était ce changement de politique où il savait certainement qu'il aurait un mercato qui ne serait pas adapté à ce qu'il veut faire comme jeu et à ce qu'il aime faire au quotidien et sortir de sa zone de confort. Avec toute la fatigue qu'il avait, il ne se l'est pas senti tout simplement. Du côté de Kivu, lui, il est plutôt de cette mentalité-là, donc ça matche plus avec la mentalité d'Octree. Marotta d'ailleurs l'a dit ce vendredi à Parme, en marge de la présentation du calendrier de Serie A de la saison 2025-2026, qu'il y a cette nouvelle ligne et que Christian Kivu donc entre dans cette ligne-là donc pour donner plus d'espace aux jeunes, aussi bien aux jeunes recrutés qu'aux jeunes issus de la formation. Ça ne veut pas dire que la moyenne d'âge va passer de 31 à 23 ans en un été, puisque un bon socle va rester. Et on va voir après le mondial des clubs pour l'avenir d'Acerbi, de Mkhitaryan et de Darmian, 3 joueurs qui seront sous contrat jusqu'en 2026. Certains ont des clauses que l'Inter peut exercer pour les libérer. On verra au retour des États-Unis ce que fera l'Inter s'il y aura ce choix-là, sûrement en parlant avec Kivu, de les garder une dernière saison ou de les libérer pour un petit peu accélérer un rajeunissement qui semble vraiment obligatoire. Donc, Christian Kivu va signer ce lundi, va être présenté, on ne sait pas encore quand, ce sera peut-être directement aux États-Unis. En tout cas, il va récupérer les joueurs qui ne sont pas internationaux ce lundi à Piano Gentile. 2 jours à travailler, puis mercredi, départ aux États-Unis avec les internationaux italiens, qui auront ensuite 2 petits jours de repos aux États-Unis. Et puis ensuite, vendredi, les différents internationaux à travers le monde, dont Lautaro Martinez, arriveront donc pour commencer à préparer ce mondial des clubs. Le premier match, ce sera le 17, donc contre Monterrey à Los Angeles, puisqu'il joue sur la côte ouest, Seattle et Los Angeles, pour les matchs l'Inter lors de cette phase de groupe du mondial des clubs. Donc, qu'attendre de ce mondial ? Bon, personnellement, je ne sais pas. On verra forcément. Peut-être qu'on perd un petit peu en attente avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff. Le staff rapidement, donc c'est pareil, il sera connu ce lundi, son adjoint sera connu ce lundi. A priori, il n'amène qu'Angelo Palombo, qui a d'ailleurs joué 6 mois à l'Inter en 2012. Sinon, il a fait quasiment toute sa carrière à la Sampdoria. Donc, il avait rejoint là sur les derniers mois de la saison à Parme. C'est le seul qu'il devrait amener de Parme. Pour le reste, il y aura Cecchi, le préparateur tactique de Simone Inzaghi, qui est l'un des seuls à ne pas l'avoir suivi en Arabie Saoudite, du socle en tout cas, qui venait de la Lazio à l'Inter, qui ne poursuit pas l'aventure avec Simone Inzaghi, donc Cecchi reste. Spinelli aussi, l'entraîneur des gardiens, l'un des meilleurs au monde, qui est très très coté, reste aussi au club. Et puis Stefano Rapetti également revient au club, lui, puisqu'il a été au club
de 2009 à 2013 en tant que préparateur athlétique. Donc il était notamment là lors du triplete avec Mourinho. Il connaît donc Christian Chivu, puisque Chivu était joueur pendant cette période-là. Ensuite, il a travaillé notamment avec Gianpaolo au Milan et au Torino. Puis il a retrouvé José Mourinho en plusieurs périodes, Manchester United et la Roma. À la Roma, il y avait pas mal de blessures quand même à ma mémoire, notamment Mkhitaryan a eu pas mal de petits problèmes avec lui, mais bon, on va pas juger, vous savez, c'est compliqué, c'est toujours un ensemble, mais en tout cas, lui aussi connaît la maison. L'adjoint sera connu normalement ce lundi avec les 2-3 autres membres manquants de ce staff. Voilà pour cette vidéo, donc consacrée au départ de Simone Inzaghi et à l'arrivée de Christian Chivu, donc forcément une belle baisse au niveau du prestige en quelque sorte de l'entraîneur. Christian Chivu a tout démontré, mais pour terminer, tout de même, j'ai envie de dire bravo Christian Chivu, qui a le courage en tout cas de prendre une situation qui n'est pas facile. Il aurait pu rester à part, mais se dire moi je n'ai que 13 matchs de Serie A. Je dois consolider, je dois continuer à progresser, je ne dois pas brûler les étapes. Il a décidé d'accepter de brûler les étapes en prenant le risque de se brûler, puisque très clairement, s'il y a un échec, derrière, il aura du mal à repartir. On sait comment c'est le monde du football, surtout en Italie, pour les jeunes entraîneurs, c'est très compliqué de se remettre d'un échec. Regardez Thiago Motta, qui après 8 mauvais mois à la Juve, est certainement parti pour se retrouver sans club malgré un Toto Allenatore, il y a un changement des entraîneurs qui se fait sur 2 tiers de la Serie A et malgré quelques contacts avec l'Atalanta, ça ne s'est pas fait. Il n'a jamais été évoqué à l'Inter, même s'il a été proposé. Dans d'autres clubs importants comme la Roma ou autre, il n'a pas été évoqué. Donc il lui restera peut-être la Fiorentina. Mais voilà, vous voyez, c'est très compliqué lorsqu'on se rate dans un gros club de repartir tout de suite. Donc Christian Chivu a ce courage. Donc rien que pour ça, bravo. Et puis on peut bien sûr nous le souhaiter que le meilleur, puisque il prend donc ce défi, et puis on va pouvoir suivre ce défi dans les prochaines semaines pour voir déjà au niveau du mercato s'il imposera des choses ou pas. En tout cas, il aura Suzic et Luis Enrique qui ont officiellement signé. Il les aura aussi aux États-Unis. Je vous ai parlé des jeunes. C'est 35 noms, la liste. Elle sera connue ce mardi. Donc, on aura là aussi l'occasion d'y revenir. Mais donc, 35 noms pour le mondial des clubs. Zaleski, pour le moment, c'est en pause. L'Inter est jusqu'au 18 pour relever l'option d'achat de 6 millions d'euros. Sinon, l'international polonais retournera à la Roma. On verra aussi le départ de Simone Inzaghi semble un petit peu avoir gelé ce cas-là. En tout cas, si l'Inter veut l'amener aux États-Unis, ils ont jusqu'à mardi pour lever l'option d'achat, à moins de prolonger le prêt de quelques jours avec la Roma. Voilà, c'était un plaisir en tout cas de passer une petite partie de ce dimanche avec vous. N'hésitez pas, commentez, abonnez-vous. On a dépassé les 400 abonnés sur la chaîne, j'en suis heureux. Petit à petit, on grandit tous ensemble. Donc, commentaire, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour parler de l'actualité du calcio depuis Milan et de l'Inter. Ciao, ciao.